Une séance photo à Las Vegas tourne au drame. Un mannequin posant avec l'arme aurait tiré et tué son photographe. Ce mannequin est apparu dans un tribunal de Las Vegas cette semaine. Elle aurait eu une obsession pour les armes à feu, allant même jusqu'à se faire tatouer une cible sur la poitrine. Et selon la police, elle affirme que c'était un accident. Mais il pourrait y avoir des preuves qui suggèrent le contraire. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cette histoire, à certains égards, pourrait rappeler ce qui s'est passé sur le tournage du film Rust à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où une personne derrière la caméra a perdu la vie, tuée par quelqu'un qui pensait que l'arme était déchargée, ou du moins c'est ce qu'ils ont dit. Parce que dans cette affaire, c'est l'argument que l'accusé avance. Voici l'accusée, Alessandra Blea, âgée de 20 ans. Elle était cette semaine dans une salle d'audience du comté de Clark, dans le Nevada. Nos caméras ont montré qu'elle semblait avoir les larmes aux yeux dans la salle d'audience avant sa première comparution. Elle est désormais accusée de meurtre avec arme. Voici ce que la police dit qu'il s'est passé lorsque nous revenons au 23 août. C'est selon Fox 5 à Las Vegas. Ils ont examiné les documents du tribunal du comté de Clark et ils disent que lorsque la police est arrivée vers 5 heures du matin dans une maison à Las Vegas, ils ont trouvé Mark Gogan mort au sol. Il avait été blessé par balle au cou. Voici maintenant une vidéo du TikTok privé, désormais privé, d'Alessandra Blea, car elle se trouvait dans la maison avec Gogan, qui était en fait son petit ami depuis environ 6 mois, selon les dossiers de la police. Gogan, habituellement mannequin, était aussi photographe ce matin-là. La police précise qu'une autre femme et son petit ami étaient aussi présents dans la maison vers 4h30 du matin. Ils avaient bu et les deux filles présentes ont décidé qu'il était temps de faire une séance photo. Entre 4h30 et 5h ce matin-là, avant l'arrivée de la police, des coups de feu ont éclaté et Gogan a été blessé. Il a perdu la vie. Selon la police, l'homme ayant appelé le 911 était le petit ami de l'autre fille présente à la séance photo avec Alessandra Blea. L'appelant a déclaré que lorsqu'il est sorti, il a vu Gogan au sol et que c'est Blea qui lui aurait tiré dessus. Mais elle a dit que c'était un accident. La police affirme avoir trouvé 2 photos Polaroid de cette séance photo et ces photos montreraient Blea tenant une arme à feu et l'autre fille tenant un couteau. Passons à la partie de l'histoire pouvant rappeler l'affaire du tournage de Rust, car Blea a déclaré ne pas croire que l'arme était chargée. Elle ne croyait pas qu'il y avait une balle dans la chambre. Elle a déclaré que l'arme était utilisée comme accessoire pour cette séance photo improvisée. Elle aurait aussi reconnu n'avoir pas suivi de cours de sécurité sur les armes à feu. Elle disait ne pas savoir manier les armes à feu ni ce qui s'est passé. Mais c'est là qu'il semble qu'il pourrait y avoir plus dans cette histoire, selon les documents du tribunal que Fox 5 à Vegas a consulté, car l'arme appartenait apparemment à l'homme qui appelait le 911. Et il a dit à la police qu'avant de s'endormir cette nuit-là, il avait retiré le chargeur. Il a vidé la chambre et verrouillé la culasse en arrière, estimant ainsi que l'arme était vide et désarmée. Sa petite amie aurait dit à la police qu'en allant faire la séance photo, elle a vu que l'arme que Blea tenait avait le chargeur inséré, remis apparemment en place. En plus de cela, Blea n'a peut-être pas révélé à la police à quel point elle connaissait les armes à feu ou à quel point elle adhérait à la culture des armes. Cette vidéo de TikTok la montre ajoutant des armes à feu avec Photoshop. En fouillant ses réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont découvert qu'elle évoquait fréquemment les armes à feu en ligne. Elle a déclaré « J'aimerais tirer sur des gens avec de vraies armes à feu et m'en sortir ». Elle a aussi évoqué son envie de tirer sur des prostituées et des sans-abri, selon la police. Et il y a aussi eu une conversation qu'elle a eue avec Gogan, la victime de cette histoire, où il lui a dit qu'il pouvait aller tirer sur un mannequin. Et elle aurait répondu, et je cite, « Il faut qu'on tire sur quelqu'un de vrai. Ce sera dans les tunnels. Si c'est seulement une par nuit, la police restera dans l'ignorance. » Audience de Blas mardi. C'était une brève comparution, juste sa première devant un juge, maintenant accusé de meurtre avec une arme à feu. Blea a déclaré comprendre les accusations et être représentée par un avocat commis d'office. Elle doit comparaître de nouveau devant le tribunal pour une audience préliminaire le 2 octobre. Nous accueillons maintenant Neama Ramani, ex-procureur fédéral et président des avocats plaidants de la Côte-Ouest. Merci comme toujours de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Donc, la prévenue dans cette affaire est accusée de meurtre avec arme mortelle. Qu'est-ce que cela implique, contrairement à certains États où l'on entend parler de meurtre au premier ou au second degré? Qu'est-ce que le meurtre ouvert?
Le meurtre ouvert est quelque chose d'unique au Nevada et cela permet à l'accusation de poursuivre pour meurtre tout en laissant le jury ou le juge décider de quel type de meurtre il s'agit. Donc évidemment, le meurtre peut être un meurtre au premier degré, ce qui signifie qu'il est prémédité. Cela pourrait être un meurtre au deuxième degré, donc prémédité. Et bien sûr, il existe différents types d'homicides involontaires, volontaires ou involontaires, et cela fait une énorme différence. Au moins selon la loi du Nevada, le meurtre au premier degré, c'est-à-dire prémédité, entraîne une peine de prison à vie. Pour le deuxième degré, la peine minimale tombe à 10 ans, puis on commence à parler d'homicide involontaire. Ici, on parle de 4 ans, ce qui fait une grande différence. Et en réalité, cela permet à l'accusation de présenter son dossier et de laisser les choses suivre leur cours. C'est intéressant parce que quand on regarde cette affaire, et je vais parler des preuves dans un instant, on peut voir, vous savez, à première vue, ce que ce suspect, devenu maintenant prévenu, dit. Vous savez, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un homicide involontaire? Est-ce que c'était un accident? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus grave que cela? Alors, comment cela fonctionne-t-il au tribunal pour déterminer de quel type de meurtre il s'agit réellement? Ce sera donc au jury de décider si procès avec jury. Dans d'autres États, il existe aussi des chefs d'accusation moindres inclus. Vous verrez des alternatives d'un, n'est-ce pas, meurtre au premier degré. Si les jurés arrivent à cette conclusion, ils ne regardent pas les autres chefs d'accusation potentiels. Ensuite, vous examinez la possibilité d'un meurtre au second degré, puis vous descendez progressivement. Nous avons souvent constaté cela dans l'affaire Cameron Reed, que nous avons suivie sur Law and Crime, où de nombreuses infractions moindres ont dérouté les jurés. Mais en poursuivant de manière ouverte, vous permettez aux jurés de vraiment décider. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était juste un accident? Ou est-ce que c'était quelque chose qui a été fait avec une négligence grave, un cœur dépravé ou un esprit malveillant? Vous savez ce que nous appelons parfois un meurtre avec malveillance. Ainsi, les jurés pourront vraiment déterminer de quoi il s'agissait. Ce sera une forme de condamnation pour homicide. Homicide involontaire ou prémédité, cela dépendra du juge. Et nous verrons quelle sera la défense d'Alessandra Blea. Nous savons un peu ce qu'elle a dit à la police jusqu'à présent, et ils ont aussi examiné ses réseaux sociaux. Et quand vous regardez cette affaire et ce que nous savons jusqu'à présent, comment porteriez-vous les charges? Comment verriez-vous cela si vous étiez juré? Même en tant que procureur ou juré, il me faudrait plus pour prouver la préméditation. La préméditation suppose complot et planification. Évidemment, écoutez, chaque fois que quelqu'un est dans une relation amoureuse et que l'un des deux finit mort, il y a toujours cette possibilité que ce soit une exécution préméditée. Mais vous savez, s'ils sont simplement imprudents, qu'ils jouent à la roulette russe, quelque chose dans ce genre, cela reste quand même un meurtre au second degré. Mais si c'est purement un accident, que vous ne saviez pas que l'arme était chargée et qu'elle se déclenche accidentellement, c'est un cas typique d'homicide involontaire. Vous restez pénalement responsable pour négligence. S'il n'y a pas de faute grave ou d'imprudence, mais seulement une négligence, c'est un homicide involontaire. Donc, j'aurais vraiment besoin d'en savoir plus. Évidemment, les forces de l'ordre parlent de ces messages sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela a eu un lien avec le décès qui a suivi dans ce cas précis? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient faire, vraiment tirer et tuer quelqu'un? Ou était-ce juste des amis disant quelque chose de stupide, inapproprié et illégal sur les réseaux sociaux, sans lien direct avec le crime? Et quand on regarde son point de vue, d'après ce qu'elle a apparemment dit à la police, elle a dit qu'elle pensait que c'était un accessoire, qu'elle ne pensait pas que l'arme était chargée, qu'elle pensait que tout cela n'était qu'un accident. Cela m'a rappelé l'affaire Alec Baldwin sur le tournage de Rust, très différente certes, mais là aussi, une personne derrière la caméra a été touchée parce que quelqu'un a affirmé ignorer que l'arme allait tirer. Mais pour le prouver réellement, dans une affaire comme celle-ci où il y a ces messages sur les réseaux sociaux qu'elle a envoyés, les réseaux sociaux qui montrent apparemment qu'elle avait une certaine obsession pour les armes à feu, il reste à comprendre comment l'arme a été retrouvée chargée avec le chargeur alors que le propriétaire affirme qu'elle ne l'était pas au moment de se coucher. Comment pourriez-vous le prouver si vous étiez la défense? Il faut examiner les témoins. Baldwin est un cas unique, ce n'est sûrement pas un meurtre. On a dit à Baldwin par le réalisateur adjoint Dave Halls que c'était une arme froide. Maintenant, Helena Hutchins, un armurier. Elle a aussi été inculpée et condamnée. Son travail est d'entretenir l'arme. Le cas diffère ici, mais vous avez un témoin. Le témoin a appelé le 911. Donc elle va être très importante dans cette affaire pour déterminer ce qui s'est exactement passé. Donc, vous savez,
Il y a plusieurs façons dont cela pourrait se passer. Évidemment, vous savez que l'arme est chargée et vous jouez avec. Eh bien, c'est probablement aussi un meurtre, non? C'est vraiment imprudent. L'autre extrême serait que vous croyez sincèrement que l'arme n'est pas chargée et que vous l'utilisez comme accessoire, n'est-ce pas? Comme pour Baldwin, non? Ici, l'arme était chargée, mais il pensait qu'elle ne contenait que des balles à blanc. La troisième possibilité se situe quelque part au milieu où tu n'as même pas vérifié, n'est-ce pas? Et tu es en train de jouer avec une arme. Tu ne sais même pas si elle est chargée ou non. Donc je pense que ce serait quand même criminellement imprudent et gravement négligent selon moi. Ce serait même un meurtre. Si tu tiens une arme à feu, tu ne prends même pas la peine de vérifier si elle est chargée. Tu la pointes sur quelqu'un ou tu ne la détournes pas de lui. Donc, vraiment, ce qu'elle savait et à quel moment elle l'a su va être très important. Et évidemment, nous savons ce qu'elle dit, mais en ce qui concerne son amie, je pense que ce sera un témoin très très important dans cette affaire. Concernant ses messages sur les réseaux sociaux, elle exprimait une fascination pour les armes à feu, disait vouloir tirer sur quelqu'un et tenait des propos menaçants envers des personnes sans abri ou travaillant dans l'industrie du sexe. Vous savez, ce sont des personnes qui ont une personnalité en ligne, qui expriment des opinions en ligne, et cela ne reflète pas forcément la réalité de qui elles sont. Dans un cas comme celui-ci, si vous êtes l'accusation, comment pouvez-vous utiliser ce qu'elle a dit en ligne contre elle devant le tribunal? Il faut établir un lien avec ce crime. La défense argumentera sûrement qu'il avait une fascination pour les armes à feu. Ils font une séance photo avec des armes à feu, n'est-ce pas? Maintenant, je pense que ce que vous voulez faire, c'est présenter cela et simplement montrer le type de lien de causalité. Évidemment, le timing compte. Si c'est quelques heures avant, c'est parfait. Si cela date de plusieurs années, ce n'est pas très utile. Il faut vraiment le relier à ce cas précis. Évidemment, vous savez, il y a eu apparemment de l'alcool en jeu aussi. Ça peut jouer dans les deux sens. Ce n'est pas une défense légale, vous n'êtes pas acquitté, mais cela peut servir à discuter de l'intention. Donc, je pense vraiment qu'il nous faut en voir plus pour vraiment arriver à cette préméditation. Parler d'armes à feu ou vouloir tuer des prostituées ou sans-abri, c'est terrible. C'est un peu différent que de tirer et tuer son petit ami pendant une séance photo. Supposément, vous êtes en couple, vous aimez cette personne. Bien sûr, les choses peuvent mal tourner en cas d'infidélité, de violence ou d'autres raisons poussant à vouloir tuer son partenaire. Encore une fois, si j'étais l'avocat de la défense, je dirais que, aussi terrible que ce soit, tuer un inconnu sans abri diffère beaucoup de tuer quelqu'un avec qui l'on a une relation amoureuse. À quoi t'attendrais-tu? Je sais qu'en tant que procureur, tu pourrais anticiper ce que fera la défense au procès. Il ne semble pas qu'il y ait vraiment débat à ce stade sur le fait que l'arme était dans sa main et que le coup est ensuite parti. Du point de vue de la défense, quel résultat recherches-tu vraiment dans cette affaire? Parce qu'à ce stade, l'idée qu'elle s'en sorte sans peine de prison semble vraiment tirée par les cheveux. Ouais, je ne pense pas que ça va arriver. Si tu défends une affaire de meurtre, en général, il n'y a vraiment que quelques types de défense possibles. La première, c'est « ce n'était pas moi ». L'autre, c'est la légitime défense. La troisième, « je ne voulais pas, c'était un accident ». Donc, je pense que c'est ce dont nous allons devoir nous occuper ici. Vous avez évidemment un témoin, vous avez un aveu aux forces de l'ordre qu'elle était celle qui a tiré et tué son petit ami. Vous ne pourrez pas plaider la légitime défense ni accuser quelqu'un d'autre. Il faut cibler l'intention. Plaider que c'était un accident et qu'il s'agissait d'un homicide involontaire pour essayer d'obtenir une peine moins lourde. Il s'agit uniquement d'atténuation, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Et pour revenir à l'accusation de meurtre non spécifié à laquelle elle fait face, parce qu'il y a, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a certains États où il y a ce débat, comme est-ce un meurtre au premier degré? Est-ce un meurtre au second degré? Y avait-il préméditation? Est-ce que ce n'était pas prémédité? Sans l'accusation de meurtre non spécifié comme au Nevada, comment cela fonctionne-t-il généralement dans un État comme la Californie lorsqu'on a une affaire comme celle-ci? Exactement. Je suis aussi en Californie, avec un bureau à Vegas et d'autres partout en Californie. Donc, en Californie, cela serait poursuivi comme une infraction incluse moindre. Je ne pense pas que, à moins d'avoir quelque chose de plus, nous pourrions arriver à ce meurtre avec préméditation au premier degré en Californie. C'est ce qu'on appelle un meurtre avec circonstances spéciales, ce qui entraînerait une peine de prison à vie obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, similaire à ce que les frères Menendez risquaient avant que leur peine ne soit réévaluée. Donc,
On arriverait à un meurtre au second degré, c'est-à-dire un meurtre qui n'est pas prémédité mais qui est malveillant, n'est-ce pas? Et c'est cette imprudence grossière, cette négligence dont nous avons parlé, ce serait alors l'accusation la plus grave. Encore une fois, absence et preuve de préméditation dont nous n'avons pas connaissance. Donc, il s'agirait d'un meurtre au second degré, qui entraîne une peine potentielle de 25 ans à perpétuité. Si le jury ne déclare pas l'accusé coupable de meurtre au second degré, il peut alors envisager une peine moindre, comme l'homicide involontaire. Cela concerne une personne négligente. Cela peut simplement être une négligence entraînant un décès. Et l'exemple que j'aime donner pour illustrer quelque chose qui pourrait être considéré comme un meurtre, c'est quelqu'un qui conduit à plus de 160 km à l'heure, n'est-ce pas? L'affaire de la Pacific Coast Highway où les 4 étudiantes de Pepperdine ont été tuées. Cet individu a été inculpé de meurtre pour avoir conduit à très grande vitesse. Quelqu'un qui est sous l'influence de drogues ou d'alcool de façon significative et qui tue quelqu'un, c'est de l'imprudence. C'est une négligence grave. Envoyer des textos au volant, acte imprudent, peut entraîner un homicide involontaire si vous causez accidentellement la mort de quelqu'un. C'est quelque chose qui sera considéré comme moins grave en termes de négligence dans ce cas. La loi californienne et celle du Nevada distinguent clairement meurtre et homicide involontaire. On possède certaines preuves, mais beaucoup restent inconnus. Cependant, on passe à nouveau de « c'était un accident ». Je ne sais pas si cela arriverait. Puis, soudainement, vous ouvrez les comptes Meta et la police se dit « Eh bien, il semble que vous en saviez beaucoup plus sur les armes à feu que ce que vous nous disiez. » Est-ce que vous vous attendriez à ce que la défense essaie de supprimer cela, d'essayer de faire rejeter cela avant un procès? Je veux dire, comment s'y prendrait-il pour faire cela? Si vous avez ces messages, textes, où l'on pourrait dire qu'ils n'ont rien à voir avec cet incident isolé, ou du moins la défense voudrait que vous le sachiez, comment feriez-vous pour présenter l'argument, si vous étiez la défense, afin de vous assurer que cela ne soit pas inclus dans un procès? Vous devez déposer vos requêtes et éliminer, c'est essentiel, non? Donc, évidemment, le gouvernement va soutenir qu'il s'agit de ce que nous appelons une preuve 404B, n'est-ce pas? Cela montre le mobile, l'absence d'erreur, l'opportunité, non? C'est pertinent pour ce qui s'est passé ici. Et la défense va soutenir que cela devrait être exclu en vertu de la règle 403. Cela n'a vraiment aucun rapport avec ce crime, c'est trop éloigné. Cela concerne d'autres victimes et pourrait maintenant servir d'aveu contre le prévenu. Elle affirme que c'était un accident, que c'est sa première utilisation d'armes à feu ou qu'elle n'a aucune expérience ni manier d'armes. Eh bien, si elle a tous ces messages sur les réseaux sociaux, cela peut aussi servir à la discréditer, sa propre déposition. Donc, il y a plusieurs façons d'introduire cela si vous êtes le procureur, pour montrer qu'il n'y a pas eu d'erreur, mais aussi pour montrer que la prévenue n'est pas crédible, et utiliser ses propres mots contre elle. Et enfin, pour terminer avec toi, Nehama, je veux dire, cette histoire, elle semble vraiment unique. Je veux dire, surtout que la police a trouvé 2 Polaroids, disent-ils, sur les lieux montrant cette séance photo qui avait lieu avant que le coup de feu ne parte, et ils disent que, d'une certaine manière, c'est elle qui a appuyé sur la gâchette. As-tu déjà vu, je veux dire, à quel point est-il courant de voir une affaire de tir accidentelle comme celle-ci avec ce type de preuves et ce type d'accusé? Chris, j'ai vu de nombreux tirs accidentels, souvent des enfants trouvant des armes à feu. La sécurité des armes à feu est un vrai problème ici, car elles ne sont pas verrouillées. Je fais ça depuis près de 25 ans. Je n'ai jamais vu de mort accidentelle liée à une arme à feu lors d'une séance photo. Ça, c'est nouveau pour moi. Évidemment, on en a vu sur des plateaux de tournage. Il y en a eu pas mal, mais jamais lors d'une séance photo avec des armes à feu. C'est une première, on apprend chaque jour, mais celle-ci est vraiment unique. En réalité, ce qui s'est passé lors de cette séance photo sera déterminant dans l'affaire de meurtre au Nevada. Et il y en a une autre à laquelle je pense? L'affaire Baldwin est différente, mais je croyais que c'était juste quelqu'un derrière la caméra. Et dans ce cas-là, il y avait cette question de savoir comment l'arme avait pu se déclencher. Et Alec Baldwin a dit qu'il n'avait pas appuyé sur la détente. Comment procéderiez-vous et quelles preuves chercheriez-vous en tant que procureur pour déterminer si le tir était intentionnel? Baldwin était un peu différent. J'ai dit Elena Hutchins, mais c'était Anna Gutiérrez-Reed, l'armurière. Oui. Elena Hutchins était la directrice de la photographie, la victime. Évidemment, c'était un cas différent parce qu'elle était derrière la caméra. Elle a demandé à Baldwin de pointer l'arme à feu sur elle. Il pensait que c'était une arme à blanc. Elle contenait des cartouches à blanc
Évidemment que ce soit à cause de l'armurière Gutiérrez-Reed, de l'assistant réalisateur Dave Holtz ou de quelqu'un d'autre impliqué, l'arme n'était pas une arme à blanc, elle contenait des balles réelles. Vous voulez donc voir les personnes impliquées, n'est-ce pas? Évidemment, écoutez, et encore une fois, personne ne peut consentir à être tiré dessus, n'est-ce pas? Mais dans l'affaire Baldwin, l'un de ses arguments était « Eh bien, écoutez, je suis acteur. Je compte sur un armurier dont le travail est d'entretenir ses armes. N'est-ce pas? C'est raisonnable. Je fais confiance à mon assistant réalisateur qui me dit que l'arme n'est pas chargée. Pointer une arme sur quelqu'un est interdit. Évidemment, la directrice de la photographie travaillait sur un film. Elle me dit de la pointer sur elle. Maintenant, la question était est-ce qu'il a appuyé sur la détente ou pas? Le FBI a conclu qu'il avait tiré, ce qui était une des principales preuves contre Alec Baldwin. Je veux dire, ici, on ne sait pas comment l'arme s'est retrouvée dans sa main, comment elle a été chargée, ni pourquoi elle était pointée sur quelqu'un. De nombreuses inconnues dans cette affaire détermineront la culpabilité. Car si on lui dit que l'arme est déchargée ou non chargée et qu'il n'y avait pas de balles réelles, cela change tout. Mais si on dit à la prévenue dans cette affaire que c'est une arme froide, qu'elle n'est pas chargée. Elle manque d'expérience, l'arme paraît déchargée, elle la tient sans la viser sur personne. Si elle tombe ou se déclenche d'une manière ou d'une autre et que la balle ricoche, je pense que ce serait très favorable à la prévenue. Non, mais si elle tient l'arme, qu'elle l'a chargée elle-même, qu'elle la pointe sur quelqu'un en plaisantant, eh bien, pour moi, c'est un meurtre. Nous verrons comment l'affaire évolue. Nous en sommes au tout début. La première comparution au tribunal a déjà eu lieu. Nirma Romani, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci Chris pour l'invitation comme toujours. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.